Good Evening Business, la grande interview. Et tout de suite, on va parler d'immobilier avec, on change de sujet, avec Maryse Delagnon, qui est la présidente de la Fédération des entreprises immobilières et présidente de l'entreprise de Co-Living. On en dirait un mot. Bonsoir Maryse Delagnon. Bonsoir Edwige Vignon. Vous êtes présidente de Finestate, c'est une bonne entreprise que vous avez créée. Après le coworking, on passe au co-living. Avant, vous avez créé évidemment le groupe Affine. Et là, vous venez en tant que présidente de la Fédération des entreprises immobilières. Juste pour citer par rapport à la Fédération des promoteurs immobiliers qu'on connaît bien, vous, c'est quand même 24 millions de mètres carrés, 126 milliards d'actifs, 41 000 logements, 8 milliards de chiffre d'affaires. Vous estimez que ce qui a été présenté, donc c'est 16 mesures, alors qu'il y en avait 200 qui étaient proposées par le Conseil national de la refondation logement, vous dites ces mesures, en fait, elles ont un impact très limité, elles ne répondent pas forcément à la question. Pourquoi? Quels sont les enjeux pour vous, à votre fédération? Alors, notre fédération a complètement participé à ces travaux. Ah oui. Nous avons participé aux 3 groupes de travail. Nous avons également eu des adhérents qui ont participé en direct. Nous avons formulé de très nombreuses propositions. Et c'est vrai qu'à la sortie, nous ne les retrouvons pas toutes, mais ça c'est assez normal. Nous sommes quand même un peu déçus, comme les autres acteurs de l'immobilier, par l'absence de vision stratégique. Il nous semble que dans la crise que nous connaissons, avoir des mesures ponctuelles intéressantes, elles sont toutes pertinentes, c'est sûr. C'est une bonne chose. Voir la Première ministre mobilisée sur le sujet du logement, c'est d'une certaine façon rassurant. Mais dans cet état de crise profonde, très soudaine de surcroît, les acteurs de l'immobilier attendaient une ambition d'État. Quand on voit qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont mal logées, 4 millions de personnes qui vivent dans des logements indécents dans la France du XXIe siècle, on se dit qu'il faut maintenant une stratégie globale et très ambitieuse. Oui, mais en même temps, certains disent ce qui se passe là, parce que quand vous dites c'est très brutal, parce que c'est là où vous êtes aux intérêts assez soudaines, provoquées par l'inflation, qui évidemment a changé complètement la donne pour tous les professionnels de l'immobilier. Quelque part, ça vous fait retomber un peu, ça fait éclater la bulle immobilière. Donc ça veut dire qu'à terme, il y aura des prix moins élevés, il y aura des loyers moins élevés. Donc en soi, c'est plutôt ça, même si aujourd'hui, c'est brutal. On peut effectivement considérer que le prix des logements, puisqu'on ne parle que de logements, sachant que la fédération s'intéresse... Logements et bureaux. Oui. Des bureaux, des commerces, de la logistique, du résidentiel géré. Donc là, on se focalise sur l'aspect logement. C'est vrai que le niveau des logements ne permet pas à tout le monde d'accéder à la propriété. Et aujourd'hui, la contraction très forte du marché locatif fait que beaucoup de personnes ne peuvent même plus louer. Donc, il y a à l'évidence des prix trop élevés. Avoir une certaine stabilisation, c'est une bonne chose, en effet. En revanche, avoir un coup d'arrêt de la production de logements, et c'est ça qui nous inquiète le plus, c'est la préparation de l'avenir. Nous avons un coup d'arrêt de la production de logements qui est très grave et dont il faut traiter les causes. Alors, quelles sont les causes de cette crise? Oui, parce que vous dites quand même pas de vision stratégique. Pas suffisamment. Non, vous avez dit pas de vision stratégique, Maryse Delagnon. Donc ça veut dire quand même que c'est, oui, une grosse déception. C'est une déception, comme pour tous les autres acteurs. Il y a des mesures intéressantes. Nous attendons la suite. Il me semble qu'on pourrait la trouver dans 2 mesures qui sont passées quasiment inaperçues, parce qu'en fait, ce n'étaient pas vraiment des mesures, c'était des déclarations d'intention. C'est lever les freins à l'obtention des permis. Ça peut changer la donne également. Et puis également permettre de revenir sur le marché. Et ce sont des mesures que nous attendions, que nous avions proposées. Mais ça se traduirait comment, ça? Alors, nous avons, proposé des mesures très concrètes pour lever les freins. Ça peut être, par exemple, utiliser la procédure d'urgence pendant une période limitée, peut-être, mais la procédure d'urgence qu'on a utilisée pour les Jeux Olympiques en 2018-2019, elle a fait ses preuves. C'est une procédure qui a permis de délivrer des constructions importantes, significatives, dans les délais prévus, en ayant procédé au préalable à toutes les instructions nécessaires, les consultations. Donc, les procédures ont été suivies, mais avec un rythme très accéléré et une obligation de délai. Donc, on pourrait lancer ce genre de choses, parce que les permis de construire qu'on obtient au bout de 2 ans, 3 ans,
Avec des voire beaucoup recours. plus. Les recours qui sont parfois abusifs et pas tellement contrôlés font que investir dans l'immobilier est un métier à haut risque. Oui, enfin en même temps, vous avez connu des jours heureux, des jours très heureux ces dernières années. Oui, Non, c'est enfin, exact. c'est une question. Le marché, non, mais il est exact que le marché a bien fonctionné, mais nous avons néanmoins toujours pâti de cette accumulation de procédures administratives et finalement de l'absence d'un cadre juridique sécurisant. Et au fond, on réduirait le risque. Ça permettrait déjà de relancer la machine. On parle du nombre de bureaux qui deviennent vacants, notamment en Île-de-France. Et ces bureaux pourraient fort bien être convertis en logements, mais la transformation d'un immeuble est Parce que en c'est une autre possible, c'est rendu destination. possible, mais c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Pourquoi faut-il que ce soit tellement compliqué alors qu'il y a d'un côté des mètres carrés construits et de l'autre des besoins de mètres carrés et qu'en même temps on veut respecter l'obligation de ne pas créer de nouvelles artificialisations. Donc ça apparaît comme une solution évidente, mais rien n'est fait pour la faciliter. Alors c'est cité justement dans les mesures retenues par le gouvernement et effectivement il y a là sans doute une amorce de solution. Mais nous n'avons aucun exemple de mesures concrètes permettant de le faire. La Fédération, par exemple, qui s'est intéressée au sujet et abondamment, a proposé, par exemple, de pouvoir assurer une convergence des normes réglementaires, quel que soit l'usage du bâtiment. Parce qu'au fond, est-ce qu'il est normal que dans un immeuble de bureau, par exemple, la sécurité incendie prévoit 2 escaliers, mais que dans un immeuble de logement, même s'il a à peu près la même superficie, un seul escalier suffit. Donc, il y a une convergence qui permettrait plus facilement à la fois cette transformation et même la mixité que tout le monde demande. Vous avez rapidement, vous êtes tous très déçus, on le voit bien, que ce soit Pascal Boulanger, que ce soit vous, Maryse Lagnon, que ce soit les autres intervenants. J'ai plein de communiqués là qui nous disent déception, aucun impact. Vous avez eu un retour de la part du gouvernement qui vous dit mais vous inquiétez pas, il y aura quelque chose d'autre? Pour le moment, nous n'avons pas eu de retour. Il y aura certainement de nouvelles réunions de concertation. Il y en a eu. Olivier Klein a pris l'initiative de réunir plusieurs fois les partenaires et les opérateurs. Donc il y en aura certainement. Mais il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a rien. Ce sont des mesures intéressantes. Il y a peu, quoi. Ce sont des mesures intéressantes, mais pas à la mesure du problème, pas à la mesure de la crise que nous connaissons. Maryse Lagnon, je voudrais qu'on dise un mot sur le PLU de Paris qui a été voté, adopté hier en Conseil de Paris, mais maintenant c'est un PLU qui est pour 2035-2040, donc on a du temps. Mais vous dites c'est un véritable choc pour l'immobilier de bureau dont les transactions ont déjà chuté de 40%, notamment avec le pastillage des immeubles. Donc des immeubles, en plus, comme par hasard, les plus emblématiques, l'immeuble du Chanel, l'immeuble de Medef, ils sont pastillés, vous me dites si je me trompe, ce qui fait que ces immeubles, si jamais ils font des travaux, il faudra faire un tiers des logements sociaux, de ce logement sociaux dedans. Exactement. Donc ça fait baisser évidemment la valeur des bureaux. Alors ça fait baisser la valeur des bureaux et on s'en rend compte tout de suite, déjà, les expertises le montrent, mais surtout ça fait fuir les investisseurs. Ces immeubles pastillés ne sont plus vendables de fait. Donc, il y a combien d'immeubles pastillés à Paris selon ce nouveau PLU? Alors, dans ce nouveau plan, il y a effectivement 1000 immeubles pastillés, dont 400 qui sont des immeubles de bureaux. Donc c'est beaucoup. 400 immeubles qui font plus de 5000 mètres carrés, c'est déjà considérable. Mais le problème principal qui nous a étonnés beaucoup, c'est la méthode qui a été adoptée, parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et lorsque les premières concertations ont eu lieu et que la ville a vu que véritablement tout le monde était très ému par ce dispositif, la ville nous a entre guillemets rassurés en disant mais de toute façon nos moyens financiers ne nous permettront pas de préempter, puisqu'il s'agit bien de cela en définitive, plus d'une 50aine d'immeubles. Alors pourquoi pastiller autant d'immeubles qui de fait deviennent invendables ou perdent 20 à 30% de leur valeur. Et donc c'est cette méthode qui nous a beaucoup surpris. Parce que entamer un dialogue avec la ville pour développer du logement social... ça fait perdre immédiatement, ça fait perdre combien, grosso modo, de la valeur des immeubles à Paris, de ceux qui sont, concernés, pastillés, comme on dit? Nous avons fait faire des expertises par des brokers spécialisés. Donc on a une idée et on est aux alentours de 30%. Maintenant,
ce que nous dit la ville, c'est que si ces immeubles étaient préemptés, ils le seraient au prix de marché. Mais comment établir le prix de marché pour un immeuble qui n'est plus vendable, qui ne reçoit plus d'offres? Il n'y a d'offres? pas d'investisseurs et puis il n'y a pas vraiment, quand on regarde les finances de la ville de Paris, on se dit qu'il n'y a pas vraiment les moyens. Et en même temps, préempter ce genre d'immeuble, parce que le prix moyen de ces bureaux de qualité est de l'ordre de 15 à 20 000 euros, pour les transformer en logement social, on peut comprendre l'objectif et on adhère à l'objectif. Mais expliquer qu'on fait du logement social qui, après travaux, reviendra à 25 000 euros, pose quand même la question de l'allocation des ressources publiques. Ouais. Intéressant de voir ce passillage de certains immeubles, et en plus des immeubles pas les plus moches, c'est certain, mais je trouve que de passiller l'immeuble du MEDEF, c'est assez cocasse. Oui, après, les négociations sont possibles et elles ont lieu. Et donc, il y a des discussions bilatérales qui s'engagent ensuite entre la ville et le propriétaire. Un mot, vous reviendrez nous en parler, mais vous avez vendu votre groupe immobilier Affine. Vous êtes lancé dans le co-living, qui ça cartonne en fait. Vous n'êtes pas la seule à faire ça, mais vous avez déjà 3 immeubles de co-living. En un mot, ça sert à quoi? Enfin, on imagine, mais... Alors, nous nous adressons aux entreprises. Donc, nous faisons du co-living B2B. Et ça permet d'accueillir des cadres d'entreprise qui sont de passage à Paris pour une mission, par exemple, pour un projet, ou qui viennent à Paris de façon régulière toutes les semaines, mais sans avoir d'appartement permanent, qui ne veulent plus vivre à l'hôtel et qui sont hébergés dans nos résidences, qui leur offrent à la fois un studio autonome avec kitchenette et salle de bain privative. Donc on n'est pas du tout dans une résidence de co-living de type étudiant, qui leur offre également des espaces de coworking réservés aux résidents où ils peuvent travailler, et puis d'autres facilités, un jardin, un salon, un fitness, c'est un nouveau concept qui séduit. Merci beaucoup, Marie-Isole Lagnan. Vous allez voter pour qui au MEDEF? La décision sera prise demain soir en assemblée de la Fédération. Merci beaucoup. Je pense à ça parce que Patrick Martin hier était notre invité dans cette grande interview. Merci Marie-Isole Lagnan, la présidente de la Fédération des entreprises immobilières. Voilà, c'est la fin. On se retrouve bien sûr. Demain, on parlera d'EDF. EDF qui viendra demain 100% public. Est-ce que ça va changer quelque chose?